Mieux comprendre la hausse de taxation du gain en capital. Un beau bonjour à vous tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Un épisode spécial aujourd'hui. On se replonge expressément dans la fiscalité. Normalement, je tiens à vous le dire, on ne fait pas d'actualité. On essaie de traiter des sujets qui sont intemporels pour que ça vieillisse bien. Mais aujourd'hui, on va faire une exception. On a décidé de faire un épisode spécial et de décaler les autres épisodes d'une semaine. Donc, spécialement pour ça, ça va nous permettre de rester à jour dans nos connaissances fiscales. Le sujet, les fameux changements du taux d'imposition sur le gain en capital annoncé dernièrement par l'Agence du revenu. On va passer une tonne de questions depuis la fameuse annonce. Moi, le premier, je me questionne beaucoup, beaucoup, pas tant que ça, mais je me questionne sur l'impact réel que ça va avoir sur ma réalité d'investisseur. Si vous avez écouté ou regardé les épisodes précédents sur la fiscalité, bien, vous avez compris que le gain en capital n'est pas nécessairement automatiquement plus avantageux que le revenu d'entreprise lorsqu'on trade sous une Inc. Mon feeling me dit qu'aujourd'hui, ça va encore mieux se définir avec les nouveautés. Pour décortiquer tout ça, je suis en compagnie de François, comme d'habitude, puis Vincent Busque, notre fiscaliste préféré. Comment allez-vous, messieurs, aujourd'hui? Très bien pour moi. Puis j'ai hâte d'écouter ce podcast-là. Ça fait quasiment un mois qu'on en parle. Donc, let's go. Moi, ça va très bien aussi. Les impôts sont terminés. Donc, on reprend un peu plus la vie courante. Gros budget fédéral. En fait, le gros point... comme mentionné sur le taux d'inclusion du gain en capital. C'est le gros point, c'est ce qui a C'est le gros point que tout le monde a retenu. C'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui. Fait que, écoute, on ne tarde pas, là, on se lance là-dedans. Moi, je suis très curieux. Donc, qu'est-ce que c'est que ce changement-là drastique, là, qui semble drastique? Pour reprendre les propos de Mme Freeland, ça vise un impôt qui vise les plus riches. C'est quand même vrai que ça vise les plus riches puisqu'on augmente, pour le particulier, on augmente le taux d'inclusion du gain en capital de 50 % à 66 %, dépasser un gain en capital de 250 000. Donc, pour vraiment là, mettre ça en clair, à titre d'exemple, j'ai un immeuble à revenu et je fais un gain en capital. Donc, je l'ai payé à titre d'exemple 1 million et je le revends 1 250 000. J'ai réalisé un gain, 250 000 $. Pour le particulier, voyez-vous, ça, on est exactement sur le seuil d'inclusion. Donc, le 250 000, on l'inclut toujours à 50 % dans notre déclaration de revenus. Donc, un montant de 125 000 est inclus dans notre déclaration. L'excédent du 250 000, lui, le gouvernement vient de dire, maintenant, ça va être 66 % d'inclusion dans votre déclaration de revenus personnels. Donc là, vous voyez, là, c'est vrai quand même que ça vise les gens les plus riches. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vont faire des gains en capital en bourse de plus de 250 000 par année. Donc là, le seuil de 250 000, on l'a à tous les ans. Donc ça veut dire que cette année, je pourrais, à titre d'exemple, vendre Apple a bien progressé vendredi dernier, je pourrais vendre mes actions d'Apple et réaliser un gain en capital personnel de 100 000 $. Et je vais toujours avoir le taux d'inclusion de seulement 50 %. Donc, je vais mettre 50 000 $ dans ma déclaration de revenus. Donc, il faut comprendre que c'est seulement les années où que je vais mal planifier ma stratégie fiscale de dire, là, j'ai déclaré des gros gains qui dépassent 250 000 que je vais être affecté. Donc, il y a quand même une part de vérité quand on dit que ça va toucher seulement les gens les plus riches. Dans l'immobilier, c'est sûr que toute sa vie durant, la personne ne vend pas l'immeuble, ne vend pas son chalet, ne vend pas XYZ propriété, une terre à bois. Mais c'est sûr que là, on a moins de contrôle parce que l'année qu'on va vendre l'immeuble ou la terre à bois ou le chalet ou le condo en Floride, là, on risque d'avoir un gain qui est plus élevé que 250 000 personnels. Là, la nouvelle mesure d'inclusion va nous toucher. C'est ça, tu dis les ultra-riches ou les riches. Côté boursier, peut-être, mais tu sais, je t'écoute parler quand on voit côté immobilier, avec tout ce qu'on sait qui est arrivé récemment, les hausses, le 250 000 de gains en capital, moi, je pense n'importe qui a un logement, un plex, ça risque de désaffecter. Moi, je pense que c'est surtout cette classe de personnes-là,
Puis, on le voit sur les réseaux sociaux, là, le monde parle de bourse, mais c'est surtout dans l'immobilier, ces questions-là. Exact. Pour l'immobilier, c'est sûr que ça devient plus difficile. Il y a la provision pour gain capital. Ça veut dire si on n'est pas payé au comptant toute la première année, on peut étaler l'imposition. Il y a toujours une provision qu'on peut prendre sur 5 ans. Mais là, ça implique qu'il faut vendre avec une base de prix de vente. Les gens vont être moins chauds d'avoir une base de prix de vente. Généralement, ils préfèrent être payés. Mais oui, c'est sûr que dans l'immobilier, ça provoque un petit peu un refroidissement des transactions. Parce que, là, on paye plus. C'est sûr que les gens qui avaient l'intention de vendre vont vouloir vendre avant le 25 juin, parce que la date d'entrée en vigueur, c'est le 25 juin. Donc, c'est sûr que là, il va y avoir un rush, je dirais, de ceux qui voulaient vendre avant cette période-là, quitte à peut-être même offrir des baisses de prix, parce que, si... Effectivement. Vous comprenez que si on paye plus d'impôts, il en reste moins dans nos poches, on va peut-être être prêt à négocier à la baisse pour passer chez le notaire avant le 25 de juin. Pour la bourse, personnellement, je ne crois pas que ça cause un grand remous, puisqu'on contrôle plus les montants qu'on déclare annuellement. Pour les compagnies, parce qu'on a parlé des gens qui sont dans les compagnies, eux, ils n'ont pas le 250 000 d'exemption, le premier 250 000. Donc, tous les gains en capital qui sont réalisés dans une société par action sont imposés, sont inclus dans le revenu plutôt à 66 %. Donc, c'est sûr que là, ça va toucher toutes les compagnies de gestion. Tu vois, dans notre domaine, nous, on crée des compagnies pour isoler de l'argent, les surplus, les profits, là, on les met dans une gestion, puis là, on les place en bourse. C'est sûr que là, ça va coûter plus cher. C'est déjà mesuré, voyez-vous, c'est un 8 %, là, pratiquement 9 % d'imposition globale de plus. L'effet, parce que souvent, là, les gens, dans leur gestion, ils se disaient, moi, je vis avec du gain capital. Donc, je génère des gains en bourse, je sors cet argent-là, ça me coûte moins cher qu'un salaire ou du dividende. L'effet global, c'est que maintenant, le taux d'imposition sur rémunération en gain capital, il passe à 39,1 %. Les dividendes, quand on reçoit des dividendes en bourse, tout ça, puis on se les ressort, tout ça, pour vivre, c'est un taux d'imposition maximal de 40 %. Voyez-vous, avant, là, c'était 28 versus 40. Le gouvernement est venu fermer le gap. En bourse, on dit souvent ça, il est en train de le titre ferme son gap. Le gouvernement fédéral est venu fermer le gap entre l'avantage d'être rémunéré sous forme de gain capital versus des dividendes. Là, je vous dirais, pour les gens comme nous, ça réduit le nombre de planifications qu'on pouvait faire pour les gens les plus fortunés. Mais c'est sûr que dans les sociétés, ça va faire mal. Donc, moins de stratégies possibles. On a moins de choix. Ça normalise, si on veut, la chose. Donc dans une Inc., dès le premier dollar, ça veut dire... OK. C'est ça. Donc, pour ceux, on parlait de ceux qui voulaient... Vincent, il en fait mention souvent, là, ceux qui veulent s'incorporer pour faire de la négociation active. Ça vaut-tu vraiment la peine maintenant? Ça prend un certain revenu, puis même encore là, avec les nouvelles dispositions qu'ils ont faites, et puis grands avantages. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le revenu actif, parce que quand on va s'incorporer, ça va être un petit peu comme toi, tu es plus en revenu d'entreprise. Donc là, ça touche pas, les nouvelles normes ne touchent pas le revenu d'entreprise. Tu vas toujours être imposé comme une entreprise normale. Là, grosso modo, ça revient à du 23 % quand tu as moins de 3 employés à temps plein, ce qui est la plupart des traders. C'est le cas. C'est bien rare qu'on a des employés dans notre entreprise de day trading. Mais après ça, il faut rajouter l'impôt qu'on sort quand on se verse un dividende. Comme tu mentionnes, cette analyse-là est toujours à dire, est-ce que je suis capable de vivre avec peu d'argent ou j'ai un gros salaire ou un gros rythme de vie à côté? Je suis médecin, je suis ingénieur, puis mon trading, je veux le faire dans une Inc. J'ai eu la question là, dernièrement sur un groupe d'investissement, puis ça demeure toujours ça. Ça demeure, est-ce que je suis capable de vivre avec peu ou j'ai un gros revenu imposable par ailleurs? Parce que c'est surtout, les changements visent les investisseurs. Les gens qui sont là à long terme,
le 66% d'inclusion, il y a un effet pervers parce que là, voyez-vous, on disait tout le temps aux gens, vous, laissez votre argent dans votre compagnie de gestion, faites des gains en capital dans cette place-là, investissez pour longtemps. Avec les 250 000 que chaque particulier a, ben là, ça renverse peut-être la question. On est peut-être à se dire, ben, c'est peut-être mieux de sortir tes sous, investir personnellement en bourse, puis faire tes gains, tes investissements long terme personnellement, vu que tu as le 250 000 de plus. Néanmoins, ben, pour les sociétés, là, puis les gens qui investissent à long terme, c'est sûr que c'est en compagnie, on vient de perdre un 8 là, carrément à partir du premier dollar. Je vais aller sur le sujet, ben, est-ce que je dois en déclarer avant le 25 de juin? Ouais. Ouais. C'est pertinent. Ouais, mais je ne sais pas si on a beaucoup de gens que ça va viser dans notre auditoire, parce que c'est étroitement lié au rythme de vie. Parce que si on a de l'argent dans une compagnie puis on fait des placements à long terme et je veux le dépenser, cet argent-là, oui, il faut réaliser nos gains d'ici le 25 de juin pour avoir le nouveau régime. Si on n'a pas l'intention de dépenser cet argent-là, donc elle est placée vraiment pour le long terme, ben la règle du pouce fait que si notre taux de rendement moyen, c'est 7 % vous allez me dire, hey, ça donne 7 % tu me parles de des affaires bien basses. Généralement, en bourse, on veut battre 7 %. Ouais. Mais la règle du pouce qu'on a sortie, là, c'est qu'à 7 %, généralement, ça va prendre entre 5 et 7 ans à récupérer l'économie d'impôt. Donc, je vais simplement dire, bon, demain matin, j'ai des gains latents dans mon portefeuille d'actions de 500 000. Je vais en tout avant le 25 de juin. Je viens de me créer une facture d'impôt. La facture d'impôt, c'est une certitude, il va falloir que j'envoie mon chèque. C'est sûr et certain. Si ce chèque-là, je le place à 7 % ça va prendre entre 5 et 7 ans pour le récupérer, le chèque que j'ai envoyé. Et si j'augmente mon taux de rendement, ça, le 7 %, j'en parlais avec des collègues, si on le met à 14 ou à 15, ben c'est beaucoup plus rapide. Donc là, est-ce qu'on a un avantage à clocher nos gains en capital immédiatement? Je vous dirais, là, moi, j'en ai du long terme. Est-ce que je vais payer de l'impôt d'avance pour le plaisir? La réponse, c'est non. Non, c'est sûr. À cause que, généralement, j'ai fait mieux que 7 %. Et tout porte à croire que je devrais faire mieux que 7 % comment que les marchés se comportent actuellement. Intéressant ce que tu dis, Vincent. Ben, la seule raison que je vois, là, pour moi, là, c'est de dire, ben, si cette année, j'ai besoin de tant d'argent pour vivre, ben là, le 6 mois qui reste, c'est là que tu retires avant juin, puis là, tu as budgété ton année, en fait. C'est quasiment la seule raison. Parce que vendre un titre pour le fun, comme tu dis, c'est pas intéressant, là. Ben, un titre que tu veux garder. Je vais vous expliquer des situations où ça devient intéressant. OK. Je suis un retraité ou une personne qui a un gros rythme de vie et qui a une compagnie de gestion avec des placements long terme. Donc, c'est le gain à capital qui s'applique dans cette situation-là. Puis j'ai pris l'habitude de me sortir tout le temps un 100 000 de compte de dividendes en capital, qu'on dit CDC, la partie de 50 % non imposable là, quand on fait un gain dans une compagnie. Puis je vais l'avoir encore dans l'année à venir, je vais en avoir encore de besoin de cette somme-là, ou dans les 2 années à venir. Ben, il faut comprendre que là, en ce moment, c'est 50 %. Si j'ai un gain capital latent de 100 000, c'est 50 000 que je peux me sortir de la compagnie lettre d'impôt. Après, le 25 juin, c'est 33 000. Puis on comprend qu'il y a eu un écart de comment je peux sortir de la compagnie. Donc, moi, je suis un retraité, j'ai une compagnie de gestion que j'ai toujours laissé mes sous là-dedans. Ben, il y a peut-être avantage à venir prévoir son rythme de vie pour les 2 années à venir. Donc, de matérialiser du gain et se dire, ben, la somme que je vais pouvoir sortir de ma compagnie, je la prévois d'avance à un taux d'impôt un petit peu 8 % moins cher. Où j'ai un gros rythme de vie puis je me suis habitué à tout le temps avoir ce cadeau-là, je dirais, le 50 % non imposable, ben là, ça vaut la peine. Moi, dans ma pratique, je dirais, c'est les médecins. Les médecins, les spécialistes ont été très offusqués de cette mesure-là, puisque la majorité sont incorporés.
Donc, ils reçoivent leur revenu dans une compagnie, dans un Inc., payent un impôt qui est faible et ils placent ça, ils donnent ça à des agences, investors XYZ de ce monde, puis les courtiers généraient du gain capital annuellement. Le broker, lui, son idée, c'était de dire, regarde, tous les ans, je vais m'assurer d'avoir un gain capital de 200 000, ça que tu vas pouvoir te sortir un 100 000 libre d'impôts. Personnellement, tu ne paieras pas beaucoup d'impôts. Ces gens-là, je vous dirais, là, dans les mois et semaines qui s'en viennent, ils vont en matérialiser du gain pour avoir leur CDC compte. À l'inverse, nous, les fiscalistes en réorganisation d'entreprise, qu'est-ce qu'on voit beaucoup? C'est cristalliser le gain qu'on appelle. Donc, de se vendre à nous-mêmes un placement. Je suis propriétaire de Daytrading. Daytrading, c'est évalué à 2 millions. La compagnie. Je sais que je vais vendre, que François va vendre Daytrading dans 2 ans, 2 millions à Anthony, que tout le monde connaît. Bon, si il vend aujourd'hui, des parties imposables, c'est 50%, donc 1 million. S'il vend après le 25 juillet, la partie imposable augmente de 16% pour d'inclusion du gain en capital. Donc, c'est sûr que de se vendre à lui-même par l'opération fiscale de cristallisation, il y a une économie à aller chercher. Mais, comme j'ai dit, il faut être certain que la personne va vendre l'entreprise ou va vendre l'immeuble. Où est-ce qu'on va le voir? Puis où est-ce qu'en pratique, nous, on a reçu des appels pour le faire. C'est des gens qui ont la certitude de vendre leur entreprise. Le processus de vente est déjà enclenché, mais on sait que la vérification d'urgence, les papiers avec les avocats, le financement de la transaction, ça, je n'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Des fois, ça peut durer 2-3 ans. Le mécanisme est entrepris, mais on sait qu'on va encaisser l'argent dans 12 mois, 18 mois. Bien, nous, on va faire des opérations pour venir matérialiser l'impôt à un taux faible. Mais sinon, l'exemple, là, moi, j'ai une tour, un immeuble. Je pense M. Brazo, à titre d'exemple. Ben, lui, il voudrait dire, moi, je vais vendre des immeubles à revenus. Il pourrait se les vendre entre des compagnies. Donc, compagnie A possède l'immeuble, vend à la compagnie B l'immeuble, et on réalise le gain en capital entre les deux à 50% au lieu de 66%. Mais c'est comme je dis tout le temps, il faut avoir le cash flow. Parce que le chèque qui part, lui, là. Ça fait que, actuellement, ça, on a quand même quelques appels. Puis mon associé, en fait, me faisait remarquer que quand on regarde le budget plus attentivement, le fédéral s'attend à avoir 5 milliards cette année et 1,3 milliard de revenus provenant de la mesure l'année prochaine. Donc, ils s'attendent que beaucoup de gens vont payer de l'impôt d'avance versus l'année prochaine. Vous comprenez? C'est que, ils se disent, beaucoup de gens vont se dire, je suis mieux de payer tout de suite mon impôt sur ma plus-value, puis après ça, je vais être correct, Mais bon. C'est un cassement de tête, hein? Puis je ne veux pas dire que c'est une bonne business pour vous, mais je veux dire, tu dois avoir vu quand même une augmentation des consultations, du monde qui t'appelle. J'imagine ça un budget pour nous autres. Là. Un budget fiscaliste. Clairement, des fois, nous, on se demande, oui et non, parce que l'année dernière, il avait modifié déjà l'IMR, l'impôt minimum de remplacement. Là, je ne sais pas si vous comprenez, c'est qu'il modifie trop vite. On n'a même pas le temps de s'ajuster. Nous, on ne veut pas dans notre profession, on développe des règles du pouce. De telle situation, on prend cette décision-là. Telle situation, on prend l'autre décision. Mais là, les changements sont tellement rapides qu'on a de la misère à suivre, là, je dirais. Mais oui, c'est un budget fiscaliste parce que beaucoup de gens peuvent croire qu'il y a de l'impôt à sauver. Donc, il faut vraiment analyser chaque cas un par un. C'est intéressant de voir, parce que ça fait longtemps qu'ils pensent à faire ça, ce move-là. Là. Fait que tu dis, là, ils ont créé une situation où les gens vont vouloir payer leur impôt d'avance. En général, on veut le reporter le plus loin possible, mais là, alors, je vais le payer tout de suite. C'est quand même ingénieux. Puis d'où ça vient, ça, la mesure qu'ils ont faite? Ils ont-ils été inspirés à quelque part, selon toi, ou il y a un brain, il y a un génie là-dedans qui a dit « Hey, on fait ça tout de suite parce que... »
le taux d'inclusion du gain capital a grandement, il a varié durant les années. L'imposition du gain capital a apparu en 1972. Ça a été longtemps 50%. Les conservateurs progressistes de Brian Mulroney voulaient qu'il augmente le gain en capital, l'imposition. Il a gagné ses élections en 1990, je crois. Ils ont augmenté à 75% le taux d'inclusion. Donc, c'était plus élevé que ça. Qu'est-ce qu'on... Wow, OK. Fait que le gouvernement les gouvernements peuvent jouer avec ça. Non? Tu dis que là, tu sais, on chiale, là, 66%, mais tu dis ça a déjà été à 75%. Cette affaire-là. 1990 à 2000. Donc, Puis ils ont remis ça, après ça, ils ont baissé ça à 50%. Exact. Puis là, ils l'ont remonté à 60%. Okay. Puis, c'est ça qui est très spéculatif dans la décision de payer ses impôts d'avance, parce que c'est de la politique. Puis tout le monde le sait, Trudeau, c'est un gouvernement minoritaire. Trudeau est actuellement, sa cote de popularité, du moins, diminue si on regarde les sondages. Poilievre tire sur le sujet grandement. Donc, oui, justement, je ne suis pas trop la politique. J'essaie de me tenir loin de ça, mais c'est intéressant. Y a-t-il un parti qui dit « Ah, ben nous, si on est élus, on va essayer du moins d'amener ça. » Lui, il a tout intérêt à le dire et du moins à faire, même comme si je reviens au début. Le faire miroiter, même s'il ne le fait pas. C'est vrai que ça ne touchera pas beaucoup de gens au Canada. Là, on ne va pas des gens qui font un gros gain capital comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais pour les immeubles, oui. Ah, puis je ne vais pas parler, c'est ça. Une place, ça s'applique automatiquement, c'est au décès. T'sais, au décès, comme on a déjà vu, au décès, tu te vends à toi-même ta maison, ton chalet, ton immeuble, tous tes placements boursiers, tes liquides. Fait que ça change de succession. Les baby boomers, il y en a beaucoup. C'est ça, il y a quand même... donc, c'est sûr que la succession va avoir 250 000, mais souvent au décès, c'est là, plus qu'on vend tous nos biens, ben, c'est là qu'on le dépasse, là, le 250 000. Parce que si on a un chalet puis une maison, l'exemption pour résidence principale, on peut le prendre sur une des deux maisons. Je pense à un chalet que tu as payé 100 000 $ dans les années 80, ben aujourd'hui, la valeur est pas mal plus élevée. Ça fait qu'il y a une loi qui a beaucoup d'impôts qui est payable. Mais ça, on vient au volet politique, où c'est quand même intéressant. Si Poilievre gagne les prochaines élections et en fait une promesse électorale de ramener ça à 50%, ça veut-tu dire que les gens auront payé leur impôt d'avance pour rien? Pourquoi que c'est pas de l'analyse graphique, mais il y a quand même de la probabilité à faire dans tout ça. C'est-à-dire, sur des gros montants, nous, on en a au bureau des gens qui ont des entreprises privées qui ont une grosse valeur, pour acheter la vente. Dire, ben, on la paye dessus, tu peux payer 5-6 millions d'impôts aujourd'hui pour en sauver un ou deux dans 2 ans. C'est des grosses décisions quand même que le budget provoque. Puis on ne sait pas comme... Mon opinion, c'est strictement mon opinion. Moi, je pense que Poilievre va se servir de ça pour convaincre les... Mais il faut. C'est son joker dans cette affaire, celui-là. Tout à fait. Mais je bifurque un peu. Je reviens sur les immeubles, là, quand tu parlais de la balance de prix de vente. Là, ça va créer des opportunités pareilles parce qu'un vendeur va être plus enclin à l'offrir. Il y a des acheteurs ils manquent de liquidité. Puis quand tu viens avec une balance de prix de vente, ben, ça vient avec un rendement aussi. Là. Fait que là, ça va comme augmenter leur rendement. Fait que pour certaines personnes, ils vont réussir à se positionner et à faire ça comme il faut. Mais je pense que, comme tu dis, les gens là, qui ont un chalet, les baby boomers qui prenaient leur retraite, que c'était planifié, qu'ils vendent là, dans 2 ans, eux autres vont payer la facture. Tu vois, là, la balance de prix de vente, c'est que ça va juste complexifier vos transactions. Oui, exact. C'est déjà très complexe, moi, je vous dirais. Là. Même si c'est un budget de fiscaliste, mais oui, c'est rajouter de la complexité pour en rajouter. Après ça, c'est comme je l'ai dit, c'est que ça devient difficile à prendre des décisions rapidement. Puis, nous, on est à l'heure, hein, ça fait que, maintenant, chaque cas, il faut l'analyser, puis voir les implications. Puis, on a quand même un délai court, je veux dire, l'exemple des immeubles est bon. Même si tu trouves ton acheteur rapidement, trouver un notaire qui va être bon pour te le faire d'ici le 25 de juin, bonne chance. Exact.
Puis d'avoir le financement dans le premier rang aussi, tu sais, c'est pas juste, à moins que tu le finances au complet, là, ça serait différent. La CHL ou le CHO. Ouais, CHL. c'est 2 mois dans un dossier, donc déjà... c'est minimum. Gros minimum, ouais. C'est comme fini, cette planification-là. Ah non, Exact. Ça va être intéressant, plus moi. On a beaucoup. Ça va être intéressant à suivre. Cet épisode, mais il y a d'autres petits sujets là, quand même rapides. Oui. Le rap, je veux le dire, parce que ça, je sais que ça risque de toucher plusieurs personnes dans notre auditoire. Le rap, ben, les gens, là, on était à 30 000, ils l'ont doublé à 60 000. Fait que ça peut être intéressant. Vous allez me dire, ça prend quand même 60 000 dans son REER. Mais quand même, je pense que c'était facile là, à accumuler du REER parce que les jeunes travaillent beaucoup. Alors, tous nos jeunes ont une facilité à trouver un emploi désormais. Fait que, si vous avez du REER, vous allez pouvoir rapper pour 60 000. Ça va vous aider pour la mise de fonds en considérant que l'immobilier augmente. Pour les entrepreneurs, il y a 2 cadeaux aussi. Et oui. Celle-là m'intéresse, je veux savoir. Il y a l'exonération pour gain capital. On était rendu je rappelle, l'exonération pour gain capital, c'est quand un propriétaire d'une entreprise, donc Patrick ou François, vendent leur entreprise privée dans le domaine du trading ou de la communication pour Patrick, ils ont le droit d'avoir le premier 1 16 000 et des poussières libres d'impôts. Mais là, le prochain budget propose que à partir des ventes qui sont réalisées après le 25 juin, on a le droit à 1 250 000. Donc, on vient combler l'écart là, du taux d'inclusion. En fait, on en donne un petit peu plus qu'est-ce qui a été nécessaire, mais c'est quand même un positif. Donc, moi, ça, voyez-vous, moi, je suis beaucoup dans ces genres de transactions-là. Puis, des fois, je n'avais pas de date nécessairement de choisi pour faire la transaction. Je vous dirais, à l'unanimité, mes vendeurs ont décidé d'attendre après pour avoir le 250 000 de plus. Donc, moi, ça a ralenti mes dossiers un petit peu. Mais c'était souvent des dossiers en cours qu'on voulait signer. On se disait, ben, si on peut signer le 1er juin, tant mieux. Mais là, maintenant, on va aller à l'automne là, pour avoir le nouveau 250 000. Nouvelle exemption pour gain capital. Ça, malheureusement, le budget en parle un petit peu. C'est un nouveau 200 000 par année jusqu'à concurrence là, de 2 millions. Donc, le 2 millions plein va être en 2034. C'est une autre vente d'actions qui est très similaire à la première, là, 1,2 million. Sauf que là, il y a des règles il faut les détenir durant 5 ans. Il faut être un des fondateurs de l'entreprise. Mais moi, je suis optimiste. J'ai l'impression que les fiscalistes, moindrement, on va être capable d'aller la chercher. Là. Donc, ça s'ajoute aux 1,2 million que vous avez, les entrepreneurs qui ont des entreprises privées. Donc, Patrick. Qu'on a fondé, que nous, on a fait. Fondateur, sauf que dans les articles de loi, là, c'est bien du technique, dans les articles de loi de la première exemption du 1 250 000, elle qui est très connue, qui existe depuis 1972, il y a un article de loi qui me dit, ben, tant et aussi longtemps que les actions proviennent des mêmes actions, c'est le paragraphe 110.6, 14F, là, l'alinéa, j'épargne les détails de la loi. Mais dans la loi, il y a un article de loi qui me dit, ben, grosso modo, tu vas pouvoir la majorité du temps t'en tirer. Moi, j'anticipe que pour qu'on puisse la réaliser, cette exemption-là, le gouvernement va mettre un article similaire. Mais voyez-vous, l'avis de motion et de moyens, donc la rédaction juridique du budget, il y en a une partie qui est sortie la semaine dernière, puis ce volet-là n'était pas encore écrit. Je ne peux pas vous dire comment ils vont l'écrire, mais c'est un plus, que ce sera un autre 2 millions. Et quand on part à une entreprise privée, ça, c'est une entreprise privée, là, je vous dirais, Détrading, c'en est une, l'entreprise à Patrick, c'en est une, tous les entrepreneurs en construction ont des entreprises privées, tout le monde qui ont des petites entreprises au Canada vont avoir accès à ce montant-là. Fait que, tu sais, quand on dit que le gain en capital, ça n'encourage pas l'investissement, ça n'encourage pas l'investissement dans des multinationales, des grosses entreprises. Mais le deuxième volet du budget encourage l'entrepreneuriat au Canada. Fait que, d'investir dans son commerce, de croire
Parce que je disais ça à un moment donné, je parlais avec François, puis dire, mettons, quand on achète du Microsoft ou du Amazon, on a un petit pourcentage, mais quand on est propriétaire moi j'appelle ça une micro-entreprise, là, pas Walmart, là, mais on est all-in dans notre business. C'est quand même impressionnant. Donc, je trouve que ça va peut-être, oui, motiver les gens à plus investir pour avoir une plus grosse croissance, parce que là, ça amène à 3 quelques millions là, d'exemptions possibles. À terme, ça va être 3 250 000 et le 1 250 000 va toujours être sujet à l'inflation à partir de 2026. Donc, il va continuer. Parce qu'il va niveler. Il va s'augmenter. Mais là, comme seulement à partir, il n'y aura rien en 2025, mais en 2026, ça va continuer d'augmenter. Fait que oui, tu sais, ça, tu me décris bien, parce que souvent, quand moi, je rencontre des entrepreneurs, le meilleur rendement qu'on voit, c'est dans leur état financier à eux. Tu sais, je veux dire, si ils génèrent 1 million de plus de ventes, puis il leur reste 20 en bas, ben c'est du 20 quand même assez facile à aller chercher. Ils ont juste à travailler plus fort dans leur entreprise. Fait que, oui, dans cette mesure-là, le budget encourage l'entrepreneuriat au Canada, du moins, là, pour les petites entreprises. C'est quand même eux autres qui font travailler la majorité des gens au Canada aussi. Mm-hmm. Oui, qui pousse l'économie, puis c'est un pilier très, très, très précieux, je trouve, pour le pays, les petits entrepreneurs, là, PME. Mais d'un autre côté, les gens qui en ont d'économiser, qui placent en bourse, qui font des gros gains en capital, eux, vont désormais payer une plus grande part d'impôts. C'est ça qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est dans une société, mais c'est 8,9 là, donc on peut dire 9 d'écart d'impôts que ça coûte. Bon, on ne fera pas de politique ici, mais avec Poliev, tout va revenir à la normale. Probablement qu'on va continuer les podcasts, puis on va pouvoir en reparler. Oui, d'après moi, après les élections, puis je sais pas, on va voir. Là, d'après moi, ça pourrait être un autre sujet intéressant. C'est sûr et certain que c'est dans son grand intérêt de convaincre tout le monde au Canada que cette augmentation du taux d'inclusion va les toucher. Vous comprenez? Moi, je pense. Elle ne sait pas s'il va y avoir des petites enveloppes brunes qui vont s'échanger. Colin, le retour des enveloppes brunes. OK. On reste intéressant. Je pense que ça fait quand même un beau résumé. Évidemment, il y a plein de subtilités là-dedans. Là. On ne peut pas tout trouver. Si tu avais autre chose, Vincent, tu l'as terminé avant que je passe à la conclusion. Peut-être un dernier sujet qui j'ai l'impression que le trading et l'immobilier, des fois, sont étroitement liés. Donc, on a des gens qui nous écoutent, qui sont dans l'immobilier, qui investissent leur surplus là, dans la bourse. Fait que, il y a une nouvelle mesure qu'on va pouvoir amortir les nouvelles constructions de multilogements. Généralement, c'est amorti très lentement. Les immeubles s'amortissent à raison de 4 Alors, le budget prévoit que les nouvelles constructions, pour favoriser réduire la crise du logement, les nouvelles constructions vont pouvoir être amorties à 10 C'est quand même au moins payer d'impôts. Vous comprenez, on encaisse des loyers, puis on déduit nos dépenses. Alors, on va pouvoir amortir à 10 au lieu de 4, ça fait qu'il y a un gain, mais c'est sur les nouvelles constructions. Avec les taux d'intérêt élevés, on arrive-tu à profit? Ça se pose la question. C'est plus dur. Pour inciter à construire, à avoir du logement, effectivement. Mais ça, c'est à double tranchant, cette stratégie-là, hein, parce que les gens, moi, j'en ai vu beaucoup, tu sais, mettons, ils bâtissent un immeuble, là, ils utilisent leur 10 qui est quand même beaucoup par année, là, fait que, tu sais, après 10 ans, il n'y en a plus, là, mettons, c'est pourrait avoir... Puis là, ils ont financé l'immeuble pour acheter un autre immeuble, puis là, à un moment donné, il faut qu'ils le vendent, puis là, ils ont une dette, plus capable de vendre, plus capable de payer la dette lorsqu'ils revendent. Oui, il faut être en effet. Je trouve. C'est ça. Mais c'est alléchant. C'est des belles mesures. En tout cas, ça, c'est une mesure qui va permettre au moins d'avoir une latitude pour ces gens-là, là, d'avoir un cash flow. Moi, je pense que ça s'applique, puis c'est quand même intéressant. C'était les gros fonds d'immobilier. On ne veut pas, je ne sais pas dans vos secteurs c'est qui, mais nous, ici à Québec, on a des grosses entreprises dans l'immobilier qui construisent des 300, 400 ces immeubles à logement. Puis eux autres, ils les vendent plus ou moins, puis la facture, mais ils font tout le temps des profits parce qu'ils ont des immenses parcs. Si tu es rendu avec 5-6 000 appartements, tu es à profit à toutes les années. Fait qu'eux autres, la mesure
globalement, en tant qu'entreprise, va les aider. Moi, je pense que le fédéral, derrière cette mesure-là, voulait lever des immenses taux. Là. Je pense pas que la construction de 112 logements aide, mais la construction de 1200 logements aide beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est ça qu'ils veulent, de vraiment pousser les méga projets d'immobilier là, dans les grandes villes pour tenter de baisser les loyers. Les taux. Oui. Bon, ben, très intéressant, les amis. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir... Puis c'est Vincent qui nous a sollicité. Il a dit « il faut qu'on parle de ça. » Puis très apprécié, vraiment généreux encore une fois. Je vais conclure avec une petite réflexion pour mettre les choses en perspective un peu puis mettre un baume sur la plaie. Dans le fond, on en a parlé un petit peu tantôt, le gouvernement peut jouer avec les taux marginaux d'impôt. Dans l'histoire du Canada, le taux marginal le plus haut qui a existé d'imposition, en 1972, 82,4 %. Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas une blague. Désolé. C'était 82,4 % le plus haut taux marginal d'imposition au Canada en 1972. Voyons. Oui, bon, tu dépasses 1 million de revenus imposables. C'est ça, mais quand même, tu sais, c'est capoté là, que tu gardes même pas 18 % de tes revenus. C'est quand même... Sur l'excédent, mais quand même. C'est ça, exact. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on retient, rien n'est acquis, ça va bouger. Des fois, ça va être avantageux pour certains, des fois, ça va être désavantageux pour d'autres. Il faut juste l'accepter, travailler avec, puis regarder les balises, puis optimiser tout le temps le plus possible nos affaires pour essayer de diminuer notre facture fiscale. Ça serait ma conclusion. Et Vincent, il y a la langue qui pique. Il veut parler, vas-y. C'est sous toute réserve, mais je crois qu'en 1972, c'était Pierre Elliott Trudeau, donc le père de M. Trudeau, qui a créé l'imposition sur le gain capital, qui a créé le taux que tu as mentionné, qui est de 82,4. Et là, voyez-vous, son fils continue à dépenser, à créer des déficits historiques. Potentiellement, c'est familial. Mais c'est une saisonnalité. Et voilà, on vient de créer une saisonnalité. Donc, le prochain mini Trudeau, attention. Attention. Non. Je suis pas obligé de... Excellent. Fait que je termine avec ma petite maxime. Donc, prendre le temps d'optimiser notre fiscalité est d'une importance cruciale pour celui qui désire éviter d'en donner trop à l'impôt et développer sa prospérité. Alors, sur ce, un bon trading à tous, puis à la semaine prochaine.